Bon, déjà, on va leur demander s'ils nous entendent. Je vais mettre le chat quand même. Regarde un peu si tout le monde entend. Est-ce que vous nous entendez? Oui, Adine, on vous entend. Il n'y a pas trop de brouhaha derrière? Non, pas du tout. Parfait. Ah bon, mais ça va. Parfait, tant mieux, parce que nous, l'amphi, il est un peu bruyant. Voilà. Ouais. Bon, Non, ça va. je vous propose d'attaquer. Par contre, on ne voit pas d'écran partagé pour l'instant. Ça va venir. Ça va venir. D'accord, ça va. Parfait. Allez, bon courage. Profitez un peu de nous avant qu'on vous partage le PowerPoint. Voilà, donc l'IUT, bonjour. Dans le cadre de cette semaine sur le développement durable, donc nous accueillons sur le site de La Ciotat Nicolas Touveny, donc pour faire une présentation sur le réchauffement climatique des 20 et 21e siècles et les conséquences de ces réchauffements. Donc Nicolas, il est professeur à l'université d'Aix-Marseille, il a dirigé le CEREJ pendant 8 ans, il a été directeur de l'OSU, qui est la composante qui regroupe toutes les sciences de l'univers. Bon, c'est un grand chercheur connu nationalement et reconnu internationalement. Voilà, je vais lui laisser la parole pour la suite. On prendra les questions. Vous pouvez poser des questions dans le chat si vous voulez et on va laisser dérouler son exposé et on répondra aux questions à la fin de l'exposé, si tout le monde est d'accord. Nicolas, Merci. la parole est à toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux étudiants qui sont sur le site de La Ciotat. Enchanté de faire votre connaissance. J'ai déjà déclenché l'enregistrement sur mon ordinateur, donc je vous transmettrai les fichiers correspondants. Hein. Donc, je peux autoriser l'enregistrement à ceux qui veulent, mais c'est déjà fait. Hein. Donc, je vais passer en mode écran partagé. Voilà. Pour accéder à ma présentation, par contre, ça, c'est pas bien. Bon. Est-ce que vous voyez l'écran correctement? Je ne parle pas à ceux qui sont ici, évidemment. C'est le mode présentateur qu'on voit là, dans le Zoom. Ah, c'est pas normal, ça. Ça, c'est parce que je suis en train de... Je suis en train de projeter sur l'amphithéâtre, donc du coup, ça a modifié le... Après, c'est tout à fait visible, hein, c'est assez grand, c'est pas forcément gênant. Oui, j'ai l'impression que par rapport à tout à l'heure, l'écran plein écran, c'était pas beaucoup plus gros. Donc là, voilà. Bon, si ça vous convient, je vais laisser comme ça. Bien, donc, rebonjour à tout le monde. Ce que je vais exposer aujourd'hui est quelque chose de très complet, mais en principe, je vais me cantonner à des messages essentiels. Je reviendrai par la suite, si vous le souhaitez et si j'ai le temps, sur des éléments d'introduction que j'ai allègrement zappés, qui me feraient passer trop de temps sur des mécanismes du climat. Donc là, pour l'instant, je vais vous parler essentiellement de ce qui est le titre, le réchauffement climatique global des 20e et 21e siècles. Cause, il n'y a pas d'S à cause, il y a une cause, et on va en parler, et conséquences avec un S parce qu'il y a de multiples conséquences.
Donc, bon, je suis professeur à Aix-Marseille Université, professeur émérite en l'occurrence depuis quelques mois. J'ai dirigé des laboratoires et des instituts, un laboratoire et un institut sur Aix-Marseille Université, des laboratoires du CNRS associés au CNRS, à l'INRA et à l'IRD, et ainsi qu'au Collège de France. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu, en tant qu'enseignant en géosciences, j'ai eu accès à un certain nombre d'éléments à travers mes collègues, mes discussions, et j'ai pu alimenter cet exposé sur le changement climatique grâce à un certain nombre de sources, qui sont des ouvrages et des sites web institutionnels, dont le site web du CNRS, de l'IRD, un certain nombre de... Et surtout des rapports qui sont des rapports de l'association américaine sur l'océan et l'atmosphère, et des rapports qui sont les rapports du groupe international d'études du climat, qui s'appelle donc le GIEC en français, ou International Panel of Climate Change, IPCC en anglais. Institution qui est composée de multiples scientifiques et ingénieurs et aussi des politiques, et qui, depuis les années 1990, édifie des rapports sur le problème du changement climatique. Depuis les années 1990, parce que on a mis un certain temps à réaliser que un problème qui commençait à être avéré dès les années 80 devait être adressé ou étudié à l'échelle internationale. Donc, ces rapports du GIEC, qui sont à peu près tous les 5 ans remis sur le tapis, réévalués, réédités, avec toutes les observations supplémentaires qui sont réalisées d'année en année, sont depuis quelques années tellement compliqués qu'ils sont partitionnés. Alors, il y a un rapport sur la cryosphère, un rapport sur la cryosphère, c'est les glaces, un rapport sur l'océan, un rapport sur le réchauffement lui-même, etc. Donc, au cours des dernières années, depuis 2017-2018, il y a eu, par le GIEC, l'édition de 1 ou 2 rapports par an sur ces différents aspects du réchauffement climatique et de ses conséquences. Voilà, donc trêve de bavardage, c'est pour vous dire que tout ça est assez fortement documenté, et on pourra parler des années qui viennent de se passer, notamment l'année 2023, qui a été catastrophique en termes de... Ouais, bien sûr. Vous voyez, on a un retour chariot là par le micro de quelqu'un qui a ouvert son micro. Donc, s'il vous plaît, merci. Donc, allons-y directement. Voilà, les résultats de l'analyse des séries temporelles du climat, de la température moyenne du globe, mesurée à travers tous les outils, thermomètres et autres, installés sur les divers continents, dans les diverses régions. Toute cette moyenne, cette température moyenne du globe est documentée de façon de plus en plus précise, évidemment, sur les dernières décennies, mais elle est documentée de façon assez fiable depuis les années 1850. Et donc, on voit sur cette courbe que entre 1850 et 1920-1930, il ne se passait pas grand-chose. Il y avait un bruit de fond avec des signatures annuelles, des hauts et des bas. Et dans la partie qui suit, c'est-à-dire à partir de 1940, il y a eu une hausse discrète, puis un amortissement. Et depuis les années 1980, on se retrouve avec un réchauffement qui est de plus en plus ample. Alors, la courbe du bas, c'est la température moyenne globale qui a donc pris un delta T, une augmentation de température, grosso modo, depuis les années 30-40 jusqu'aux années 2018, de 1,1 degré centigrade. Et sur les continents, la courbe du haut,
c'est 1,5 degré centigrade, un peu supérieur à 1,5 degré centigrade. Donc, les surfaces émergées les continents sont victimes d'un réchauffement plus ample que le réchauffement global. Alors, la distribution géographique de ce réchauffement est de façon très intéressante, hétérogène, c'est-à-dire que bon, ça ne se réchauffe pas partout de la même manière. Et ce que je viens de vous dire sur les continents, ben, vous le voyez ici, par rapport aux surfaces océaniques, vous avez dans le rose pâle, vous avez les surfaces océaniques, et dans le rouge, vous avez, ou rose foncé, vous avez les continents, la plupart des continents. Je vais couper mon haut-parleur parce que sinon ça fait du bruit. Donc, vous m'entendez toujours? Oui, mais il y a du bruit parasite. Oui, ben, le bruit parasite, il est lié à des gens qui ont ouvert leur micro et qui parlent entre eux. Voilà, donc je leur demande de fermer leur micro gentiment. Tout à l'heure, je l'ai pris, il m'avait une demi-heure pour faire les mises à jour. Merci de fermer vos micros. Non, non, non. Clique là. Les personnes qui ont un micro ouvert sont priées de le fermer, s'il vous plaît. Merci. Non, non, manifestement, il y a un problème de devrait micro. sortir de là. De régler. Et non, comment c'est l'appareil pour Quelqu'un a un micro ouvert et il est prié. Non, me le prends pas. Vas-y, fais-moi identique. Monsieur Touveny, comme vous avez le Bloqué avec un micro ouvert et ça pose problème. Alors chez nous, ça ne nous pose pas trop de problème, mais pardon. Est-ce que je peux lui enlever son son de la mode. Ah d'accord, ok, ça va. Bon, désolé pour cette interruption. Donc, je reviens à mes anomalies thermiques. Dans l'amphi, merci. Donc, vous voyez très bien que le réchauffement, selon les observations des températures annuelles de cette année, de l'année dernière, pardon, 2022, vous avez un réchauffement qui est beaucoup plus marqué, en le rouge foncé, orange, qui est de l'ordre de 3,5 à 4 degrés dans la partie nord de la Terre, c'est-à-dire l'océan Arctique, et les surfaces continentales du Canada et de la Sibérie, enfin d'Eurasie, alors que dans les parties océaniques, c'est beaucoup moins, enfin, la température a moins augmenté. Il y a même une petite anomalie de refroidissement qui est explicable, que je vous expliquerai plus tard, au sud du Groenland. Et quand on fait de la modélisation du climat à partir de l'ensemble des boîtes qui sont étudiées et dans lesquelles on arrive à calculer une température moyenne à partir des modèles climatiques régionaux, on se rend compte qu'on a quelque chose qui est parfaitement compatible avec l'observation. Donc, dans la partie en haut à droite, il y a le résultat de la modélisation du climat avec les forçages que l'on connaît, et la comparaison avec l'observation à gauche est assez satisfaisante. Et donc, on peut, lorsque l'on regarde les trois figures de dessous, on peut regarder quel est le réchauffement modélisé régionalement pour 1,5, 2 degrés et 4 degrés de réchauffement global. Et là, on se rend compte que lorsque on envisage aujourd'hui de limiter le réchauffement global à 1,5 degré pour la fin du siècle, ce qui est la prétention à l'échelle internationale et la préconisation des scientifiques, on est déjà, pour ce 0,5 degré de réchauffement, on est déjà avec des températures de l'ordre de 5 à 6 degrés
dans l'océan Arctique. Pour 2 degrés de réchauffement global, la figure du centre, on a des températures qui vont aller jusqu'à 5,5 à 6 degrés dans l'océan Arctique. Et pour 4 degrés de réchauffement global, ce vers quoi on a tendance à aller selon les dernières évolutions du système et des émissions de gaz à effet de serre, on va avoir des températures, des hausses de température de l'ordre de 7 à 8 degrés dans l'océan Arctique. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, comme vous allez le voir, comme vous le savez déjà, l'océan Arctique et le continent antarctique sont les lieux où il y a des calottes de glace dans lesquelles il y a des équivalents en termes de montée du niveau de la mer qui sont de l'ordre de 7 mètres pour le Groenland et environ 58 à 60 mètres pour l'Antarctique. Et notamment pour la péninsule antarctique et la calotte ouest antarctique, qui est très fragile pour des raisons qu'on vous déclinera après, on a, rien que sur cette petite calotte ouest antarctique, 4 mètres équivalent au niveau de la mer. Autrement dit, en réchauffant de l'ordre de 7 à 8 degrés ces régions arctiques et antarctiques, on a là le moteur du déclenchement d'une fusion assez rapide et assez généralisée qui ferait monter, si on arrive à ça, en quelques décennies ou au maximum 2 ou 3 siècles, le niveau de la mer de l'ordre de 7 et 4, 11 mètres. Voilà. Ce qui a déjà existé il y a, je dirais, 120 000 ans, puisqu'il y a 120 000 ans, lors du dernier interglaciaire, on avait un niveau de la mer qui était de l'ordre de 5 mètres à 6 mètres au-dessus du niveau d'aujourd'hui. Mais on n'était pas là pour en souffrir. Or, là, on est en train de déclencher quelque chose qui, à l'échelle géologique, a eu lieu sur des dizaines de milliers d'années ou des centaines de milliers d'années, alors qu'on est en train, là, de vivre ça en quelques décennies à quelques siècles. Donc, le résumé qui est en dessous, là, la partie en caractère gras, vous savez lire, donc c'est ce que je viens de dire. Alors, et pour vous convaincre que finalement, tout ce que je viens de vous exposer est assez réaliste, ça, c'est les températures globales en août 2023, c'est-à-dire que là, vous retrouvez la répartition des maximums de réchauffement de l'ordre de 3 à 5 degrés sur le mois d'août 2023, c'est-à-dire ce qui vient de se passer, hein, grosso modo. Vous avez des anomalies par rapport à la période 1980-2010, qui était déjà affectée par le réchauffement. Vous avez des anomalies dans la partie nord, notamment dans l'hémisphère nord sur les surfaces continentales, des anomalies de l'ordre de 3 à 5 degrés, plus 3 à 5 degrés pour un mois d'août. Bon, sur l'ensemble de l'année, ça va se moyenner, mais on arrive sur les mêmes figures que précédemment. Et ici, on a du refroidissement, parce que tout simplement, les glaces de l'Antarctique, notamment comme on verra tout à l'heure, ce qu'on appelle les plateformes glacées, qui sont sur la mer de Weddell et la mer de Ross, elles fondent, elles ont tendance à fondre et à envoyer des eaux de surface, sur les eaux de surface océaniques, elles ont tendance à envoyer des eaux de fonte. Donc, ça, pour vous convaincre qu'il y a quelque chose qui se passe, l'enregistrement de la température moyenne reconstituée sur les 2 derniers millénaires à gauche, avec le réchauffement climatique qui se présente ici sur la partie droite. Hein. Donc, on voit très bien que sur ces 2 derniers millénaires, il y a eu même un petit refroidissement lors du ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, et que depuis la fin du petit âge glaciaire, ça s'est réchauffé au niveau de la moyenne des 2 derniers millénaires et au-delà, puisqu'on a atteint aujourd'hui plus 1,1 degré. Et ça, c'est le détail que je viens de vous montrer. Alors, ce qui est important, c'est donc que à l'échelle globale, 1,1 degré, c'est 1,7 degré d'excès en Europe de l'Ouest et 2 degrés pour notre région sud. C'est-à-dire que la région dans laquelle on vit, elle vit déjà un réchauffement climatique de l'ordre de plus de degrés pour 1,1 degré de réchauffement global.
Et si l'on va jusqu'à 1,5 degré de réchauffement global, qui est la petite limite très fragile vers laquelle on pourrait tendre si on arrêtait un petit peu d'exagérer sur la consommation des hydrocarbures, ben, on aurait dans la région sud plus 2,5 degrés déjà. Et évidemment, les engagements de la COP27 qui a eu lieu en décembre dernier à Sharm el-Sheikh, je crois, c'est de se limiter à plus de 2,5 degrés à l'échelle globale. Or, ce 2,5 degrés, ça veut dire plus 4 degrés en France. Et ça, c'est ce sur quoi le ministère a gentiment, le ministère de l'écologie et de l'environnement, a gentiment commencé à se caler en disant, de toute façon, va falloir s'adapter à 4 degrés de réchauffement. Alors, le problème, c'est que l'énergie qui est accumulée dans l'atmosphère, en réalité, c'est le minimum. C'est la petite barre noire, là. Vous voyez? Ici, là. Et que donc, si on parle en termes de térawatts, c'est-à-dire de l'énergie stockée par les différents systèmes, on se rend compte que l'atmosphère, elle n'a rien stocké du tout de cette augmentation de température. Par contre, c'est essentiellement l'océan de surface et l'océan profond qui ont stocké le maximum d'énergie. En bleu et en noir, l'océan de surface en bleu, les océans profonds en noir, et vous voyez que cette énergie est colossale. Et bien évidemment, à moyen ou long terme, cette énergie, elle ne demande qu'à être redistribuée, partiellement certes, mais vers l'atmosphère. Donc, une petite un texte que je vous laisserai relire sans moi, qui met un petit peu le point sur un certain nombre de détails quantifiés. On a 240 watts par mètre carré. Vous savez ce que c'est qu'un watt? Un watt, c'est 1 joule par seconde. Hein. 240 watts par mètre carré qui arrivent, qui sont récupérés par la surface terrestre de l'énergie solaire, qui sont reçus et recyclés. Il y a 102 watts par mètre carré qui sont partis en réflexion directe sans interférer, mais il y en a 240 watts qui rentrent et qui sont donc travaillés par la surface terrestre et l'atmosphère. Et donc, à partir de ces 240 watts par mètre carré, il y a une transformation entre le spectre d'énergie qui est UV, ultraviolet, visible et infrarouge. Cette transformation, elle va se faire vers cette lumière généralisée qui arrive du Soleil en transformation en rayonnement infrarouge lointain, qu'on appelle lointain. Et ce rayonnement infrarouge lointain, il va être rendu à l'espace, mais il va traverser le système atmosphérique. Et pendant cette traversée, il y a une partie de ce rayonnement de 240 watts par mètre carré infrarouge qui va chauffer un certain nombre de gaz qui vibrent, qui se mettent en vibration, traversés par les infrarouges, ils se mettent en vibration et ils fabriquent de la chaleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre tout court, mais au départ, il est naturel. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'atmosphère terrestre de la vapeur d'eau, du CO2, du méthane, du N2O, protoxyde d'azote, et donc ces gaz naturels qui sont émis par un certain nombre de systèmes, à commencer par le système volcanique qui a injecté du CO2, de la vapeur d'eau aussi. Le méthane, c'est le produit du fonctionnement de la biosphère dans les milieux humides, etc. Et donc, ces gaz à effet de serre qui sont présents naturellement dans l'atmosphère permettent de chauffer l'atmosphère de moins 18 degrés à plus 15 degrés. C'est-à-dire que sans ces gaz à effet de serre, on aurait tout simplement une température moyenne de la surface terrestre qui serait à moins 18 degrés centigrades. Pas de vie, tout gelé, pas bon. Donc, l'effet de serre naturel est quelque chose de bénéfique puisqu'il nous permet tout simplement d'échanger de l'eau à l'état liquide et gazeux, donc de l'eau liquide et de la vapeur d'eau. Et c'est ça qui, comme vous le savez, génère des capacités d'échange dans les systèmes vivants. Hein, sans eau liquide, pas de vie. Donc,
c'est très bien d'avoir un effet de serre. Par contre, le problème, c'est qu'il ne faut pas trop y toucher. Il ne faut pas trop injecter de gaz à effet de serre artificiel, parce que sinon, la température décolle de sa température moyenne. La température moyenne naturelle, c'est 15 degrés centigrades. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est à 16,1 degrés centigrades, température moyenne du globe. On passe sur les surfaces continentales à 16,5 degrés centigrades. Pourquoi? Ben parce que depuis 150 ans, la révolution industrielle, qui a donné lieu à des évolutions colossales en termes de mécanismes, de fonctionnement des sociétés, etc., puisque sans énergie mécanique produite par la combustion des hydrocarbures, notamment du charbon, ben, on serait encore à l'appel à la pioche avec des tractions animales, etc. Et donc, inutile de dire que vous ne serez pas là pour m'écouter parler, mais vous seriez tout simplement en train de casser des cailloux ou travailler dans les champs. Donc, depuis 150 ans, on a brûlé 400 milliards de tonnes de carbone. Milliards de tonnes, c'est donc un térakilo, 10 puissance 12 kilos. Ça fait 1500 gigatonnes de CO2, 1500 milliards de tonnes de CO2 qui vont dans l'atmosphère et dans l'océan et dans la biosphère. On a déforesté, exploité les sols et les milieux humides en libérant du CO2 en plus, du méthane et du N2O. Et l'industrie a généré d'autres gaz à effet de serre qui sont très puissants, qui sont ultra toxiques, les chlorofluorocarbones et l'ozone. De l'ozone qui existe dans la stratosphère naturellement, mais qui, dans l'atmosphère, la basse atmosphère, est normalement totalement inexistant, mais ça sort des pots d'échappement, ça sort de l'ensemble des systèmes qui sont chauffés par le système électronique chauffé par l'utilisation. Et donc aujourd'hui, la somme de ces gaz à effet de serre atteint 2400 gigatonnes équivalent CO2. L'océan et l'atmosphère ont absorbé 50% de l'excès de CO2 lui-même, donc 750 gigatonnes par rapport aux 1500. La concentration atmosphérique naturelle de CO2 est passée de 280 ppm à 400 ppm, 410 ppm, et tous GES confondus, tous gaz à effet de serre confondus, ça nous donne 500 ppm équivalent CO2. C'est-à-dire que les effets cumulés de ces gaz à effet de serre, dont les effets réchauffants sont différents, beaucoup plus puissants que ceux du CO2, sont équivalents à 500 ppm équivalent CO2. Autrement dit, on a presque déjà doublé par rapport aux 280 ppm. On est en train d'atteindre le doublement de la concentration en gaz à effet de serre. Et cet excès de gaz à effet de serre crée un excès de chaleur un excès d'énergie d'environ 3 watts par mètre carré, ce qui peut paraître négligeable par rapport aux 240 entrants, mais 3 watts par mètre carré, ça va faire évidemment cette différence de température. Voilà l'évolution des gaz à effet de serre dans le temps. Voilà. On voit que, en gros, les virages ils sont autour de 1900, 1950, et les courbes ne cessent de croître vers la droite jusqu'au-delà des années 2000. Donc, on est sur la voie du doublement de la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Alors, ça, c'est pour vous montrer que les bonnes volontés, les bonnes projections, les engagements internationaux, etc., peuvent ressembler simplement à des vœux pieux. Vous voyez ici une évolution de la production de gaz à effet de serre qui avait été projetée par le GIEC en 2004 sur les années 2000 à 2100. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de scénarios qui sont plus ou moins optimistes. La verte, ben, on arrête assez tôt d'injecter et on est sur un parcours très vertueux. À partir des années 2050, on commence à faire diminuer sérieusement les émissions. Et puis tous les autres, c'est entre ce scénario optimiste et un scénario très pessimiste qui est là. On continue et on augmente les productions de gaz à effet de serre
parce que la révolution industrielle est quelque chose qu'on doit continuer. On doit continuer à produire et à fabriquer des biens nouveaux à partir de l'énergie et des matériaux disponibles. Et donc, profitons-en, allons-y. Vous voyez que au-dessus de cette courbe, il y a deux points noirs, un point pour de l'année 2010 et un point pour l'année 2020. Ça, ce sont les émissions réelles qui ont été faites ces années-là et qui sont au-dessus 13 gigatonnes, 13,5 gigatonnes en 2010 et 15 gigatonnes de carbone. C'est du carbone pur, hein, donc vous multipliez par 4 grosso modo pour avoir le CO2. Et donc, vous êtes aujourd'hui largement au-dessus des scénarios les plus pessimistes qui ont été envisagés par le GIEC en 2004. Certes, c'était des gens qui avaient une sorte de projection vertueuse et volontairement vertueuse. Et donc, à ce rythme-là, il est clair qu'on va doubler la concentration en CO2 de l'atmosphère et que le résultat de ce doublement est une hausse de température de 2,6 à 3,9 degrés. Voilà. Globalement, c'est ce vers quoi on tend. Hop, pardon. Voilà l'évolution rien que de 1990 à 2019. Vous voyez le total des émissions exprimé cette fois-ci en gigatonnes de CO2 équivalent, c'est-à-dire la somme des effets des gaz à effet de serre, qui viennent soit de la combustion des hydrocarbures fossiles, soit de l'utilisation des terres, c'est-à-dire agriculture, élevage, etc., les émissions de méthane associées à l'utilisation des terres en orange, l'oxyde nitreux en noir et les gaz fluorés, c'est-à-dire le chlorofluorocarbone en vert. Et donc, vous voyez que l'évolution de tout ça suit essentiellement la courbe d'évolution du CO2, mais avec une addition variable d'année en année, mais assez relativement constante finalement, de l'ensemble de tout ça, de tous ces phénomènes. Et là, on voit que inexorablement, ça monte. Donc, tout ça, c'est connecté directement au PIB. Toutes les courbes d'émissions de gaz à effet de serre, elles sont connectées pays par pays ou globalement au PIB des pays industrialisés, des grands pays qui aujourd'hui font l'économie mondiale. Alors, rapidement, je vous liste, et on va voir après ce qui se passe. Rapidement, je vous liste les conséquences de cet excès de 3 watts par mètre carré. Conséquences déjà listées ou évoquées. La température atmosphérique globale augmente, surtout sur les continents et les régions polaires, ça c'est dit. La surface de l'océan se réchauffe et se dilate, parce que quand on chauffe un matériau, il se dilate. Donc ça va participer à la hausse du niveau marin. C'est essentiellement, jusque dans les années 2000, le résultat de la dilatation de la surface de l'océan qui a fait grimper à peu près de 1,5 à 2 mm par an le niveau de la mer. 1,5 à 2 mm par an, ça reste raisonnable, mais aujourd'hui, c'est en train d'augmenter pour les raisons suivantes. L'océan se réchauffe, puisque l'atmosphère se réchauffe, et donc l'océan de surface se réchauffe. Vous avez vu qu'il prend de l'énergie en quantité, même y compris dans l'océan profond, et il s'acidifie, parce que quand on met du CO2 dans l'eau, du CO2 dissous dans l'eau, ça fait de l'acide carbonique qui ensuite se dissocie en ion H+ d'un côté, ion bicarbonate de l'autre, etc. Donc un ion H+, ça vous ajoute de l'acidité. Et donc, tout simplement, ça, plus chaud et plus acide, ça l'empêche de pomper le CO2 supplémentaire. C'est-à-dire que plus il se charge en CO2, moins il est capable d'en pomper parce qu'il se réchauffe et qu'il s'acidifie. Donc ça, c'est un phénomène rétroactif parce que, tout simplement, à un moment donné, il risque de ne plus pomper, mais de rendre du CO2 à l'atmosphère, donc de retourner à un effet de serre équivalent à ce qu'il va dégazer. Cet océan, il rend aussi de la chaleur, de la vapeur d'eau et de l'énergie cinétique à l'atmosphère, c'est-à-dire les énergies thermiques, l'énergie latente de la vapeur d'eau et l'énergie cinétique, c'est-à-dire les mouvements
de vent de l'atmosphère, donc les mouvements liés aux vagues. Ça, ce sont aussi des processus rétroactifs parce que la vapeur d'eau, ben, c'est un gaz à effet de serre. Donc, plus il y en a dans l'atmosphère, plus on augmente ça, même si c'est un gaz à effet de serre relativement faible. Et la chaleur, évidemment, c'est une rétroaction. Donc, la fréquence et l'intensité des tempêtes augmentent, quoi qu'il arrive. Les précipitations au milieu continental sont perturbées, alternance de déluge et de sécheresse. Le sixième effet, c'est la fonte des glaces polaires, dont on a évoqué tout à l'heure l'existence et la fragilité. La banquise, ça je vais vous montrer des images. La banquise, glace de mer issue de la congélation de l'eau de mer. Ça, quand ça fond, ça ne fait pas monter le niveau de la mer puisque c'est déjà dessus, hein, c'est déjà inclus dans le niveau de la mer. Et par contre, les calottes glaciaires qui sont stockées sur les continents Groenland et Antarctique, et les glaciers de montagne, ben ça vient ruisseler et ça s'ajoute au niveau marin. Et donc, d'une part, cette fonte des classes polaires augmente l'absorption d'énergie, mais surtout, elle transfère, puisque la glace a la vertu de renvoyer par son éclat blanc et à haute latitude avec une incidence forte, une incidence de la lumière forte, ça a un effet de réflexion, ce qu'on appelle l'albédo, qui est colossal. Mais si vous faites diminuer la surface de banquise, notamment en été, vous augmentez la surface d'océan qui est capable d'absorber la lumière, l'énergie, et donc vous entrez dans un processus rétroactif qui va vous empêcher de recongeler l'eau puisqu'elle sera trop chaude. Donc ça, c'est régulier, je vais vous montrer des images. Donc, la fonte des calottes transfère de l'eau à l'océan, et ça, c'est le vrai problème, le vrai souci d'aujourd'hui et de demain pour la hausse du niveau marin. On est arrivé à plus 4 mm par an aujourd'hui, on va vers 5 mm par an, puis on ira probablement assez rapidement vers 10 mm par an. Et si vous faites l'intégrale de tout ça, vous allez vous retrouver avec des côtes inhabitables et incultivables jusqu'à environ vers 1 mètre d'altitude dès la fin de ce siècle. Et enfin, la fonte des sols gelés, le permafrost, de l'Arctique, de la région Sibérie, Nord-Canada, etc., ça largue du méthane, qui est un gaz à effet de serre. Je ne sais pas pourquoi il y a un G en trop là. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 80 fois plus puissant que le CO2 à masse égale. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on se pose la question de savoir pourquoi le méthane augmente dans l'atmosphère. On pensait que c'était lié à des processus de putréfaction de la matière organique dans les milieux humides, etc. Il se trouve qu'il y a d'autres soucis. Il peut y avoir des clatrates de méthane dans le fond de l'océan qui finissent par être déstabilisées à cause de l'augmentation de température. Donc, ces glaces de méthane qui peuvent fondre et se dégazer dans l'atmosphère. Et puis, il y a d'autres sources qui sont aussi assez gênantes, notamment l'augmentation des surfaces des zones humides dans les régions intertropicales, parce que dans certaines régions, il pleut plus, alors que dans d'autres régions, il pleuvra beaucoup moins. Mais lorsque les surfaces des eaux de ces zones humides augmentent, ben, on a un dégazage de méthane. Et ça, donc, c'est un problème important puisque le méthane est 80 fois plus puissant que le CO2. Alors, exemple et illustration. En Arctique, la surface de la banquise, vous voyez le trait orange ici, dans la partie gauche de la figure. Vous voyez le trait orange, et là, c'est la moyenne de la limite de la banquise entre 1980 et 2010. Donc, c'est déjà dans la partie qui était affectée par un réchauffement climatique. Et ça, c'était en août 2020, par exemple. Et année après année, ça recule de plus en plus, c'est-à-dire que la surface de glace, qui est ici représentée en blanc, de glace vive, entre guillemets, on va voir qu'elle n'est pas si vive que ça en plus, mais elle a considérablement régressé de mois d'août en mois d'août. Août 2023, ça risque d'être catastrophique. Ça, c'est 2020. Et à droite, vous avez la qualité de la glace, c'est-à-dire sa cristallinité, sa densité réelle par rapport à sa teneur en eau, c'est-à-dire en eau liquide. C'est-à-dire qu'une glace, vous avez tous fait
manger des sorbets. Hein. Le sorbet qui sort du congélateur, il est dur. Si au bout de quelques minutes, vous essayez de vous rendez compte que bon, vous pouvez extraire de l'eau et vous pouvez enfoncer une cuillère dedans. C'est de la glace qui est moins vive. Bon, ben voilà. Ici, dans le blanc, dans la figure de droite, vous avez 100% dans le blanc et vous avez 30% de glace vraie ou de 30 à 40% de glace oui, c'est la concentration en glace par rapport à l'eau, 30 à 40% de glace dans le bleu foncé. Vous voyez que l'essentiel de la surface qui est couverte ici, sur les marges, c'est de la glace qui est en très mauvais état et prompte à fondre. Maintenant, le plus inquiétant, parce que les banquises, comme on a dit, quand vous avez un glaçon dans un verre, s'il fond, il ne fait pas monter le niveau dans le verre. Par contre, s'il est au bord du verre et qu'il fond, et que son eau va dans le verre, cette eau fait monter le niveau dans le verre. Alors, les glaciers et les calottes de glace, ça représente des choses qui sont assez importantes, notamment pour ce qui concerne les calottes de glace Groenland et Antarctique, je vous l'ai dit. Ça gagne de la masse par précipitation de neige. Donc, plus il fait chaud sur ces surfaces de calottes de glace et de glaciers, moins il va neiger en hiver, et donc moins ça va accumuler. Et par contre, ça fond par la base et par le sommet, c'est-à-dire que de la chaleur qui arrive ici, d'eau qui sont relativement plus chaudes qu'habituellement, ça vous fait fondre les glaces flottantes qui déstabilisent les calottes et donc vont vous faire du ice flow, c'est-à-dire de la fluxion de glace vers les marges. Et donc, vous retrouvez avec des choses qui sont extrêmement frappantes. Là, c'est le plus frappant qu'on puisse voir à notre échelle dans nos régions. Hein. La mer de glace, le glacier de la mer de glace, dont le niveau était en 1990 au niveau de ce panneau. Et vous voyez les escaliers là, vous descendez jusqu'à un tas de glace qui est couvert de rochers plus ou moins noirs, assez cracra, qui vont augmenter la fusion parce que le noir, ça capte de l'énergie, et donc tout ce qui est couvert de noir ici, ça a tendance à fondre encore plus vite que s'il n'y avait pas ce noir, parce que l'énergie est réfléchie par le blanc et absorbée par le noir. Et donc, vous voyez que là, on a, depuis 1990, c'est-à-dire depuis 33 ans, si je ne m'abuse, on est descendu de environ 200 à 300 mètres pour ce niveau de la mer de glace. Donc ça, c'est la photo qui percute. Et puis, il y en a d'autres qui percutent ici. Le glacier du Rhône, qui est en Suisse, vous voyez son état en 1900, vous voyez son état aujourd'hui à droite, enfin aujourd'hui en 2008, parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus grave. Donc, il ne descend plus dans la vallée et il a complètement régressé sur ses marges et il est devenu noir. Sur la partie basse de la figure, vous avez l'évolution régressive d'un glacier qui est dans un fjord du Groenland. Et donc, vous voyez que ce glacier, il a régressé depuis les années 1850, 1870. Et son contour en 2014 était ici. Et donc, vous voyez que c'est un glacier qui est en souffrance. C'est au Groenland. Et ça veut dire que en gros, vous avez le moteur qui va faire décroître le volume de glace des calottes groenlandaises et antarctiques. Alors, mesure. Sur cette figure, vous avez entre 2003 et 2019 l'évolution de la masse de glace de la calotte groenlandaise mesurée par un système de satellite extrêmement intelligent, gravimétrique, qui a mesuré donc l'effet gravifique de la calotte. Et donc, d'année en année, vous voyez que, bon, annuellement, ça change avec l'hiver et l'été, hein, avec des oscillations. Mais en moyenne, tout ça, ça a perdu 240 milliards de tonnes de glace par an. Et on pense qu'au-delà de 4 degrés de réchauffement global, la fonte pourrait s'emballer et la calotte, en quelques siècles, disparaître. Et ça correspond à 7 mètres équivalent au niveau de la mer. C'est-à-dire qu'ici, je ne sais pas à quelle altitude on est par rapport au port de la Ciotat, mais on doit être à maximum une dizaine de mètres. Ben,
les 7 mètres, vous les avez au milieu de l'escalier, quoi. Voilà. Pardon. L'Antarctique. Alors, l'Antarctique, c'est beaucoup plus massif, beaucoup plus résistant, notamment dans la partie dans la partie est, celle qui est calée sur le continent. Mais le problème, c'est que vous avez cette trompe d'éléphant, là, qui est très fragile parce qu'elle est essentiellement portée par des surfaces qui sont en dessous du niveau de la mer. Et que, parce que la calotte a pesé, donc a flexuré la lithosphère. Et donc, vous vous retrouvez avec une calotte qui est très, très susceptible d'être affectée par les mouvements de décrochement du niveau de la mer. Mais vous voyez que pour l'Antarctique, ben, on voit quand même que en milliers de milliards de tonnes de glace, l'évolution a été effectivement régressive depuis sur la même période 2002, 2003 à 2016, 2017. Ça correspond donc aujourd'hui à quelque chose qui est une modification du niveau de la mer qui est relativement faible, mais on va voir que ça s'accélère. Alors, le niveau moyen de la mer mesuré concomitamment, c'est-à-dire sur à peu près la même période, le niveau de la mer, on le mesure par divers moyens depuis environ les années 1920. Mais là, sur la période 1993 à 2017, vous voyez, ça a été mesuré aussi par des satellites et des bouées flottantes. Vous voyez qu'on a augmenté le niveau marin de 8 cm en tout, sur cette période, avec des accélérations notables, puisque la partie droite, entre 2010 et 2017, présente une pente beaucoup plus forte. Et donc, on est en train d'assister à une accélération de cette montée du niveau de la mer. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas insister. Vous avez une calotte ouest antarctique, ici, qui est représentée par un bedrock qui est sous le niveau de la mer, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui supporte la calotte. Là, c'est l'est antarctique qui est solidement arrimé sur le continent, et ça, c'est l'ouest antarctique qui est très faible parce que disposé à fondre. Elle fondra pourquoi? Parce qu'il y a de la chaleur qui vient par-dessous les plateformes de glace, et que ces plateformes de glace qui sont dans la mer de Weddell et la mer de Ross, qui sont attachées au continent, pour l'instant, elles ne contribuent pas à la montée du niveau de la mer, mais vous noterez de temps en temps dans les informations un énorme glaçon, qui s'appelle un iceberg géant, s'est décroché de l'ouest antarctique et commence à tourner autour dans l'océan austral, autour de l'Antarctique. Évidemment, il va fondre et il va contribuer à la montée du niveau marin. Et en plus, le fait de couper, de fragmenter ces surfaces de glace, qui sont nommées plateformes de glace, ice shelves en anglais, ben, ça déstabilise la calotte elle-même, c'est-à-dire la ice sheet qui est derrière. Donc, ça accélère son mouvement vers les côtes. Voilà, alors, la montée du niveau marin, qui est vraiment un gros souci dont on ne parle pas assez dans le cadre du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est projeté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à autour de 80 cm à 1 mètre pour la fin du siècle. Mais tout ça, c'est sans compter les phénomènes totalement incontrôlables et totalement inquantifiables de l'accélération de la fonte de ces calottes. Et comme je vous ai dit, le Groenland, c'est 7 mètres équivalent au niveau de la mer. La calotte ouest antarctique, c'est 4 mètres. Donc, voilà, vous faites monter le niveau de 11 mètres et là, vous avez ici, dans l'amphithéâtre, les pieds dans l'eau. Mais bon, ça, c'est pas pour demain, mais c'est pour la fin du siècle, puis le milieu du siècle prochain, dans lequel vous serez, certes, probablement peut-être un peu sénile, mais vous aurez à y assister. Et quand vous voyez qu'il y a des surfaces d'îles ou de péninsules qui sont couvertes, évidemment, de populations avec des infrastructures, ça, ce sont des îles de Maldives, ça, c'est Kiribati, etc. Mais si vous imaginez la ville de New York, c'est à peu près la même chose. Hein. Enfin, quand je dis la même chose,
en termes d'altitude, parce que c'est largement pire en termes de surpopulation et largement pire en termes d'infrastructure. Et tout ça, ça va évidemment. Je vous laisse consulter des sites parce que, évidemment, vous avez New York ici, Manhattan en bas à gauche. Vous avez un certain nombre de structures qui ont déjà été mises en place par les Hollandais, par exemple. Hein, Venise, la mangrove, etc., etc. Et donc là, vous avez la capacité d'affecter la vie aujourd'hui, entre aujourd'hui et la fin du siècle, de presque 1 milliard d'êtres humains qui vivent sur ces surfaces, qu'elles soient cultivées ou occupées par des infrastructures. Et donc, ça, c'est inexorable. C'est-à-dire que ce que l'on injecte aujourd'hui ne sera pas responsable de cette montée-là, puisque c'est déjà, entre guillemets, engagé. Donc, vous qui travaillez sur les problématiques risque et environnement, vous avez là l'opportunité, si j'ose dire, c'est presque un mot grossier dans ce contexte-là, mais l'opportunité de job et de faire vos carrières dans ces problématiques qui sont extrêmement prégnantes. La Camargue, notre région, hein, donc voilà, le contour du bleu pointillé, c'est le contour qui serait affecté par une montée de 1 mètre du niveau de la mer. Voilà. Alors, la diminution des sols gelés, je vous en ai déjà parlé. Alors, les scénarios pour le 21e siècle, ça c'est issu des résultats du GIEC qui ont été publiés dans des documents du ministère. Voilà, vous savez lire. Aujourd'hui, on a 3 scénarios qui sont exprimés en watts par mètre carré, qui sont le scénario optimiste à très faible émission, RCP 2,6 watts par mètre carré. Le scénario moyennement optimiste, le RCP 4,5 watts par mètre carré, qu'on pense pouvoir être atteint. Et le RCP 6 et le RCP 8,5 qui sont des scénarios assez pessimistes. S'il vous plaît, merci, c'est ici que ça se passe. Je n'ai pas perdu mes réflexes d'engueulade de professeur, même si je suis à la retraite. Et donc, voilà le résultat sur le niveau de la mer envisagé. Hein. Voilà, vous voyez que ici, par exemple, autour de 2 degrés, de plus de 2 degrés, c'est là qu'on va. On a 0,75 mètres à 1 mètre en 2100. À 2,4 degrés, on est à plus de 1 mètre en 2100. Et à 2,9 à 3,9 degrés, on est à 5 à 10 mètres, 2 mètres en 2100 et 5 à 10 mètres en 2300. Avec un effondrement inévitable de la calotte ouest antarctique. Voilà, alors, là, je pourrais m'arrêter pour vous laisser la parole et les questions. Je vais peut-être continuer sur 2 ou 3 éléments complémentaires d'information. Je vous laisserai avec ça, qui sont des liens vers des documents intéressants, assez synthétiques. Hein. Vous cliquez là-dessus, vous avez en gros le déroulé de mon exposé, sauf que l'exposé, je l'avais fait avant que ça sorte, donc ne vous étonnez pas d'y trouver à peu près les mêmes informations. Hein. Et il y a des sites web du Journal du Monde qui ont fait un boulot extraordinaire en termes didactiques. Un site web qui s'appelle Global Climate, qui est aussi très intéressant, et le journal du CNRS qui vous parlera du climato-scepticisme. Donc, je ne sais pas quel est le timing normalement. On a questions comprises à peu près jusqu'à midi moins quart. Hein, midi. Donc, je vous propose de continuer avec un certain nombre d'éléments complémentaires, à moins que vous ayez des questions tout de suite. Du coup, ça se tait. Quand on demande à poser des questions, ça se tait. Alors, simplement pour rebondir sur l'élément qui a coincé. L'élément qui a coincé, c'est-à-dire la réticence, la résistance à admettre qu'un réchauffement climatique était une tendance avérée
du climat des dernières décennies, qu'il était entre guillemets, qu'il avait une cause essentielle, voire même unique à cette échelle, qui est l'activité humaine, que cette cause engendre des conséquences qui sont néfastes pour l'humanité, et que tout cela s'accélère avec, je dirais, s'accélère avec une vitesse forte, ça ne veut rien dire, la vitesse d'une accélération, mais bon, donc tout ça s'accélère dramatiquement, et donc vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avec les réactions des politiques, d'abord de la communauté scientifique, et puis des politiques et des décideurs pour qu'on en arrive là? Ben, tout simplement, ça s'appelle le climato-scepticisme, aujourd'hui transformé en climato-réalisme ou climato-je-m'en-foutisme. Donc, tout ça, des termes qui désignent le refus d'admettre ces différentes phases de l'évolution de la pensée. Il y a un réchauffement climatique rapide, avéré, d'origine humaine, et qui a des conséquences et qui va avoir des conséquences dramatiques pour une partie de l'humanité, voire pour toute l'humanité, fenêtre par fenêtre, région par région. Je vous renvoie à un certain nombre de choses que tout à l'heure, je pourrais vous décliner sur les aspects régionaux ou franco-français du réchauffement climatique, mais à l'échelle de l'année 2023, ça ne manque pas d'exemples. Mais tout ça est lié au fait que pendant un certain temps, il y a eu des gens très doctes et savants qui se sont, entre guillemets, ligués, comme on s'est ligué contre les scientifiques qui déclaraient que le cancer du poumon était lié au tabac. C'est une analogie tout à fait pertinente, parce qu'il se trouve que c'est le même mécanisme et presque les mêmes types de scientifiques qui se sont hasardés à ce genre de discours, parce que tout simplement, ce sont des gens qui ont été achetés par l'industrie. Bon. Donc, ce qui s'est passé avec le tabac dans les années 80-90, c'est exactement la même chose qui s'est passé pour le changement climatique et la combustion des hydrocarbures depuis ce temps-là. Combustion du charbon, combustion du pétrole, combustion du gaz, et tout ça, ça vous fabrique du CO2, puis après, ça a toutes ces conséquences qu'on en a vues en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais le principe de l'effet de serre a été très mal accepté. Il y a des tas de gens qui se sont plantés dans des calculs et ils ont totalement zappé le